Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des cadres de l'État font obstruction à l'enquête conduite par la Cour supérieure des comptes sur l'utilisation des fonds pétro-caribés. Dans une correspondance en date du 4 décembre, la Cour a attiré l'attention du Premier ministre Jean-Henri Séan. L'économiste Edzer Émile est très critique vis-à-vis du projet de loi de finances 2018-2019 en le jugeant non crédible. Dans une analyse, l'expert en économie affirme que les objectifs fixés par le gouvernement relèvent de l'utopie. Augmentation vertigineuse des prix des produits de première nécessité sur le marché due à la décote de la gourde. Le coordonnateur général du mouvement unifié et des transporteurs haïtiens attire l'attention des autorités. Dans une correspondance datée du 4 décembre adressée au Premier ministre Jean-Henri Séan, les juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ont dénoncé le refus de certains responsables de l'État de collaborer à l'enquête sur l'utilisation des fonds pétro-caribés. En effet, les juges pointent du doigt les cadres des ministères de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement, de l'Économie et des Finances et de l'Institut national de formation professionnelle comme les principaux récalcitrants. Pour parler de cette affaire, nous avons avec nous ce soir M. Pascal Adrien, porte-parole de la primature. Bonsoir, M. Adrien. Bonsoir, Monsieur Serge Clan. Bonsoir à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de Métropole. Un plaisir de me mettre disponible pour échanger autour de certains éléments bien spécifiques de la conjoncture. Oui. Monsieur Adrien, j'ai pris connaissance de la lettre de Monsieur Demesieux. Et les trois ministères concernés sont d'abord le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles, où ce sont les collaborateurs qui ont refusé de transférer les pièces demandées. Dans le deuxième cas, c'est le ministère de l'Économie et des Finances, qui a également refusé de transmettre les pièces concernant la dette de l'État, et dans les deux premiers cas, malgré l'intervention des ministres de tutelle, les collaborateurs ont refusé de s'exécuter. Dans le troisième cas, apparemment, c'est le directeur général de l'Institut national de la formation professionnelle qui a opposé une fin de non-recevoir aux délégations de la Cour supérieure des comptes. Est-ce que c'est bien de cela qu'il s'agit ? Exactement, effectivement, le Premier ministre a pris acte de la correspondance adressée par le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et suite favorable a été donnée à cette correspondance dans la mesure où le 10 décembre dernier, le PM a tenu à écrire aux différents ministères concernés pour que toutes les dispositions soient prises pour qu'aucune obstruction, généralement quelconque, n'entache le bon déroulement du travail de la Cour des comptes et du contentieux administratif. Alors, en ce qui concerne le ministère de l'Agriculture, la lettre datant du 10 décembre, lettre du PM au ministre Joubert Engrand, a pris le soin de dire au ministre, de demander au ministre, de requérir du ministre, encore une fois, que toutes les mesures soient prises pour que les services concernés au sein du ministère de l'Agriculture fassent ce que de droit, donnent un suivi célère à la correspondance envoyée par la Cour supérieure des comptes, demandant ou encore faisant requête auprès de ce ministère pour que des documents concernant le dossier Pétro-Caribé soient acheminés à la Cour. En ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, c'est la même chose. Le ministre a reçu... Excusez-moi, vous voulez dire le ministère de l'Économie et des Finances? Oui, alors je parle du ministère de l'Éducation nationale parce que c'est le ministère de tutelle de l'INFP. Donc le PM
n'avait pas à écrire la directrice générale de l'INFP directement, mais il a tenu à écrire le ministre de tutelle, demandant justement au ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet de passer des instructions à la directrice générale de l'INFP pour que cette dernière puisse acheminer les documents requis par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. En gros, c'est ça. Donc le PM a reçu la lettre de la Cour des comptes et il a tenu en quelque sorte à faire œuvre qui vaille en réitérant cette fois par acte sa volonté inébranlable de prendre toutes les dispositions pour qu'un suivi approprié soit donné au dossier Petro-Caribé. Donc en ce sens, le PM, il est tenu en quelque sorte à respecter cet engagement. C'est un engagement envers le peuple haïtien, c'est un engagement envers les générations futures, c'est un engagement pour la moralisation de la vie publique dans ce pays. Et ces 3 correspondances acheminées aux différentes instances concernées, je dois le préciser, copie conforme a été faite, notamment à l'endroit du président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc lui également, il a pu s'enquérir des différentes démarches administratives du Premier ministre pour que le problème soit définitivement résolu. Bien, si j'ai bien compris, M. Adrien, la lettre a été écrite par la Cour le 4 décembre, elle a été reçue par vos services le 5 décembre, et dès le 6 décembre, le PM a engagé ses correspondances. C'est une réaction très rapide, mais quel résultat a-t-il obtenu auprès des gens à qui il a adressé ces différentes injonctions? Alors, en lieu et place du 6 décembre, je précise que c'est le 10 décembre, donc les 3 correspondances datent du 10 décembre. Comme vous savez que le président de la Cour des comptes, il a été copié, donc le Premier ministre va s'assurer, encore une fois, vu que cette question fait encore débat, il va s'assurer de l'effectivité des différentes mesures qu'il a demandé aux ministres concernés de prendre au sein de leurs ministères respectifs pour que le problème soit résolu. Mais concrètement, ça veut dire qu'au moment où nous parlons maintenant, vous n'avez encore reçu aucun, comme on dit, aucun feedback des différents ministères auxquels vous vous êtes adressés. En réalité, vous savez que le Premier ministre, il a le devoir de s'assurer que suivi approprié a été donné à sa demande. Et au moment où je vous parle, nous sommes à cette phase de suivi. Et dans les meilleurs délais, la population en général sera informée par les voies les plus régulières de l'ensemble des dispositions concrètes qui auront été prises par les différents ministères concernés. Oui, Monsieur Adrien, j'imagine que le PM prend cette affaire extrêmement à cœur, car il s'agit quand même de fautes graves de la part de serviteurs publics, de gens qui travaillent dans les ministères. Un refus de collaborer, même sur ordre direct d'un ministre, c'est quand même une faute professionnelle très grave. Voilà pourquoi toutes les sanctions seront certainement prises contre tout contrevenant à la loi. C'est un dossier d'intérêt national, nous parlons de Petro-Caribé, et en quelque sorte, lorsqu'il y a des écarts, lorsqu'il y a des errements, la loi est là pour sévir, avec la dernière rigueur contre ceux et celles qui refusent délibérément de collaborer dans un dossier aussi crucial pour la nation haïtienne. Mais vous savez, les affaires publiques, les affaires de l'État, ça ne saurait se régler à 100% sur la place publique. Voilà pourquoi, bien que l'opinion publique a le droit d'avoir toutes les informations relatives à la bonne marche de l'État en temps réel, par rapport à ce dossier spécifique, le PM, dans un premier temps, a fait le nécessaire. Eh bien, il va continuer à assumer ses responsabilités et, en temps et lieu, toutes les informations quant à l'effectivité du suivi requis du Premier ministre océan, toutes ces informations seront bel et bien disponibles.
Bon, eh bien, écoutez, Monsieur Adrien, je crois que vous nous avez dit l'essentiel. Vous avez en tout cas réaffirmé la décision formelle et stricte du Premier ministre de mener à bien le dossier Petro-Caribé. Il a fait ce qu'il devait faire, il a envoyé des correspondances. On attend maintenant de voir les réactions des différents ministères concernés et les sanctions éventuelles qui seront prises contre les contrevenants. Ben, écoutez, je vous donne rendez-vous pour dans quelques temps, dès que vous aurez des réponses précises sur le redémarrage ou la bonne marche de ce dossier Petro-Caribé. À moins que vous ayez autre chose à ajouter, Monsieur Adrien? Eh bien, rien ni personne ne saurait servir d'obstacle au cours normal de Petro-Caribé. C'est un dossier désormais d'intérêt national et le PMCA ne ménagera aucun effort, aucun sacrifice pour que la lumière la plus totale soit faite dans le cadre de ce dossier. Monsieur Pascal Adrien, merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps. J'imagine que votre agenda, votre calendrier doit être très rempli. Je vous libère donc en vous redisant merci et bonne fin de soirée. À moi de vous remercier. L'économiste Edzer Emile estime que le projet de loi de finances 2018-2019 n'est ni sincère ni crédible et prévoit déjà que les objectifs fixés par le gouvernement ne seront probablement pas atteints. Le responsable du groupe d'éducation financière concède que le projet de budget est plus social qu'économique. Une semaine après le dépôt au Parlement du document, Edzer Emile est revenu sur les forces du budget, ses faiblesses ainsi que ses avantages lors d'une présentation aux journalistes. Il y a plusieurs bails qui frappent là-dedans. D'abord, c'est dette. Là. Service de la dette, c'est que l'argent que nous avons par rapport à la dette que le pays a gagné continue à augmenter. Il était 14 milliards de gouttes l'année dernière, il est passé à 21 milliards de gouttes l'année ça, qui sont en augmentation de 50%. Je ne pas même gagner moyen pour me réaliser minimum de survie dans le pays et m'obliger à prendre 21 milliards de gouttes dans le budget pour que je baille à des dettes principalement qui arrivent vers Venezuela. Il a augmenté le barème de monde qui est capable d'imposer. Avant, c'était 120 000 gouttes, qui était 10 000 gouttes par mois. Un monde comme ça, à partir de 10 000 gouttes par mois et plus, tu es capable de payer taxes. Quand on a augmenté, il a passé à 150 000 gouttes par mois, qui vient de 12 000 combien. Donc, les gens qui ont 10 000, 11 000, 12 000, pas payer taxes toujours. Et on gens permettre que moins de monde, il y a plus de monde qui est capable de sortir dans la catégorie imposable. Mais l'autre catégorie de monde qui à partir de 28 000 gouttes de salaire mensuel, monde ça il y a une augmentation dans l'impôt sur le revenu qui a bail dans une partie impôt sur le revenu que a payé à partir de 12 000 combien gouttes dans partie ça et plus par mois, il va payer un impôt sur le revenu qui est beaucoup plus élevé, qui est sorti de 10% à 15% qu'on a là. Donc et ainsi de suite. Donc qui est capable de gagner un impact négatif sur le pouvoir d'achat en catégorie de monde qui travaille et qui va affecter les conditions de vie. Donc, encore une fois, moi, j'ai un budget qui n'est pas crédible et qui n'est pas sincère parce que, qui sa sincérité veut dire que l'ensemble de prévisions que je fais est assez rationnel et réaliste. Donc, les moyens disent que je vais augmenter les recettes domestiques de l'État de 44% dans l'année. Moi, je vais que l'État ça réellement qui gagne assez de points pour que le travail soit fait. Là, je dis que je vais augmenter les recettes douanières de presque 74%, passer de 19 milliards à 35 milliards de gouttes. Et moi-même, effectivement, l'État gagne moins réellement. Parce que nous n'avons jamais fait 19 milliards, nous n'avons jamais fait 20 milliards de gouttes de recettes douanières. Donc, l'État dit qu'il va faire 35 années ça. Donc, mon petit gens très sceptique par rapport à ce chiffre ça. L'État n'a pas jamais arrivé à collecter même 500 millions de gouttes dans l'entreprise publique. Ça a les OAVCT, AAN, ABN. Année ça, il a fait 3 milliards. Donc, par contre, côté la multiplier chiffre ça par 6 pour arriver dans seule année, c'est toujours des questionnements. Donc, c'est ça moi relais sincérité dans le budget.
Alors que l'exercice national de classification de la phase de sécurité alimentaire pour la période d'octobre à décembre 2018 a montré que 2,2 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire aiguë, la Commission épiscopale nationale Justice et Paix attire l'attention des autorités sur la nécessité de respecter ce droit naturel qu'est l'alimentation. Lors d'une conférence débat organisée ce mercredi sur le thème « Manger sous besoin naturel, c'est où droit, c'est affaires tout le monde », le CEJLAP a déploré le fait qu'un nombre important d'Haïtiens soient mal nourris ou sous-alimentés. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Paul Léel. Le droit à l'alimentation est un droit de l'homme reconnu sur le plan international. Ici, en Haïti, le sujet fait débat, et ceci quotidiennement. Et c'est à travers une journée de réflexion que la Commission épiscopale nationale Justice et Paix a voulu sensibiliser la population sur l'importance du droit à l'alimentation et par la même occasion, la conscientiser sur la crise alimentaire qui sévit actuellement dans le pays. Nous connaissons cette fête de 70 l'année depuis la Déclaration universelle de droit moun consacré que droit pour moun manger, l'obligation pour l'État de prendre toutes mesures pour ça arriver effectif. Et nous constatons de jour en jour nous gagnons droit ça de jour en jour la violer. Au lieu de situation améliorée, elle devient plus grave. Autrement dit, la nourriture est un élément essentiel pour la survie de tout être humain. Concernés par la question, des étudiants opinent. Quitte race, quitte sexe, son doit le gagner pour le manger. Donc convenablement, donc si on n'a pas gagné accès à ça, son violation est liée directement. Si on ou levé pour le travail ou bien on levé pour faire une activité, il faut qu'on mange quand même. Parce que du coup, on t'aime grand moun, ça vite pas camper. Doit manger, c'est une obligation. Si nous regardons la pyramide d'Abraham Maslow, c'est un besoin physique. Ils sont obligations pour nous manger. En résumé, le droit à l'alimentation est plus que fondamental, voire légitime. Or, en Haïti, seule une petite catégorie de personnes y a accès, constate ces jeunes. De plus, l'exercice national de classification de la phase de sécurité alimentaire IPC pour la période d'octobre à décembre 2018 parle d'une détérioration significative de la sécurité alimentaire et de la situation nutritionnelle des ménages ruraux. La mort dans l'âme, des universitaires qualifient de grave la violation du droit à l'alimentation. Mais nous-mêmes en Haïti, nous n'avons pas droit à ça. C'est chaque monde qui a regardé beaucoup de façon par vers partout. Mais droit ça nous pas gagner en Haïti. Et maintenant dans mes autorités qui concernent pour faire le mieux que possible pour même beaucoup de part pour aider peuple la jeune façon pour essayer de droit ça la caillou. Bon, ça fait un peu mal. Parfois, des fois, moi-même, moi, quand je n'ai pas pour manger, et puis on pense avec l'autre, ou bien on regarde l'autre qui pas jeune pour manger. Et j'ai pays a fonctionné, nous pas vraiment pas qui moyen que nous allons essayer de combattre ça. C'est un bail qui est visible nous en Haïti que il y a un pile monde qui souffre qui pas jeune manger. Ce que je pense que il t'a supposé gagner que pas gagner ça touche par exemple les moyens un monde par exemple qui dans la rue qui souffre qui demandé qui dit il besoin 5 gouttes pour le manger pour la chambre pour le manger ça vraiment un problème. 2,2 millions de personnes font face actuellement à une insécurité alimentaire aiguë. Et entre mars et juin 2019, 2,6 millions pourraient être gravement touchés par le phénomène, dont 571 000 se trouveront dans une situation d'urgence alimentaire selon l'IPC. Que compte faire l'État pour y remédier? Une question à laquelle la Coordination nationale de la sécurité alimentaire n'a pas souhaité répondre. Les prix des produits de première nécessité augmentent de plus en plus. Le coordonnateur général du mouvement unifié des transporteurs haïtiens tire la sonnette d'alarme. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, Duclos Bénissois a souligné à l'attention des décideurs que les principales victimes sont les petites bourses et les gens des populations les plus vulnérables. Ainsi aussi, le syndicaliste appelle l'administration Moïse Séan à adopter des mesures célères pour arrêter la flambée des prix sur le marché. La vie chère, ce n'est pas un grain de monde qui sent-il, c'est tout le monde qui sent-il. Alors, tout le monde qui est en majorité, qui est en bas, c'est plus sent-il. Mais tout le monde sent-il.
Mais le fait que vous respectez plus que pour acheter un produit, vous sentez que le formal. Nous commençons par produits pharmaceutiques. Par contre, aucun monde là qui vous dit là dans pharmacie avec une prescription en main. L'élève demander un produit acheté, il ballon prix dans la pharmacie ça, les là notre bois, là pour nommer 20 ou 30% en plus de ça demandé là. Chauffeur ou bien propriétaire machine que nous représentons. Yon monde qui besoin acheter une machine en 2017. Conseil d'utiliser Nissan et Ivan. En 2017, machine ça a été vendue entre 25 et 30 000 $ américains. En 2018, machine ça c'est 57 000 $ américains pour acheter. Mamie blé, tu vends 200 gouttes en décembre 2017. Tu vas vendre 40 gouttes. Jodi, il vend 300 gouttes, tu vas vendre 60 gouttes. Les nous regardons augmentation prix. En 2017, ça m'a acheté pour 100 gouttes là, dans le marché informel là. En 2018, m'a payé 147 gouttes. Sur le marché formel là, m'a payé 170 gouttes. Ça veut dire une augmentation de 47% de 2017 à 2018 sur le marché informel là, il y a une augmentation de 70% dans le marché formel là. Mais est-ce que nous pouvons vivre comme ça? Dans le mythe, nous dit non. Nous ne pas parler, nous avons détaillé, nous avons continué à parler et nous avons mobilisé la population pour nous dire. Comme nous connaissons nous en fin d'année, tout le monde qui est censé pour fin d'année, nous allons dire rien là. Mais nous avons dit, mais ça dans la tête, nous ne pouvons pas accepter ça. Il faut que le gouvernement fasse un bagage pour fin d'année. Il faut que les gens aient une possibilité pour manger. La France a délivré plus de 300 visas à des étudiants haïtiens durant l'année écoulée. Alors que la France est la seconde destination post-bac juste après la République dominicaine pour de nombreux étudiants haïtiens, l'ambassade française a tenu ce mercredi un atelier de formation et de sensibilisation en leur faveur. Durant une matinée, des techniciens de l'ambassade ont répondu aux nombreuses questions des participants. L'activité aujourd'hui, c'était de présenter à un panel d'étudiants sélectionnés par les universités haïtiennes la possibilité d'études supérieures en France et dans le monde francophone, Suisse, Canada, Belgique. Donc de présenter les possibilités de poursuivre des études après la licence ici en Haïti sur des masters, voire des doctorats. L'objectif, c'était d'avoir une dizaine d'étudiants par université, d'une dizaine d'universités, et que ces étudiants soient finalement les porte-paroles ou les relais, la courroie auprès de leurs collègues étudiants pour également les informer sur les différentes possibilités de poursuite d'études. On a beaucoup de demandes pour des premières années, mais aussi on a beaucoup de demandes pour des masters et des doctorats. Il y a évidemment un dossier à remplir et en général le processus a lieu de janvier à mai de chaque année et sont donnés dans le cadre de ce processus-là les différents critères pour pouvoir postuler à ces bourses d'études. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.